Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien. Aujourd'hui on se retrouve pour parler cyclisme, pour faire le débrief de la 14e étape de ce Tour d'Italie 2024. On va revenir un petit peu sur ce qui s'est passé sur le contre-la-montre, on parlera des temps. Alors pas de coureurs au top, flop, bilan des bleus, on parlera d'énormément de coureurs dans cette vidéo. Les sondages, bien entendu, la note de l'étape aussi. Et puis on regardera le classement général. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux, notamment auprès de vos proches. Si vous pensez que ça peut les intéresser, dans les commentaires, n'hésitez pas à me dire qui vous a plu, qui vous a déçu. TikTok, les shorts juste après l'arrivée. Alors pas aujourd'hui parce que l'enchaînement, ça s'est pas totalement bien goupillé. Demain il y aura sur TikTok, mais là aujourd'hui j'en fais pas quand il y a des chronos. Et le problème c'est que les leader partait quand l'étape des 4 jours de Dunkerque arrivait. Donc voilà, j'ai préféré essayer d'aller le plus vite possible sur le chrono et de ne pas faire de débrief du côté et de me concentrer peut-être sur un débrief ce soir des 4 jours de Dunkerque, on verra. Eh bien, on va commencer tout de suite avec cette vidéo et surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre la petite cloche. Plus vous cliquez rapidement sur une notification, mieux c'est. Je rappelle que la petite cloche, ça permet de savoir, de connaître les dernières vidéos qui sortent sur la chaîne, surtout si vous mettez toutes les notifications. Et puis si vous avez les moyens et que vous voulez soutenir mon travail, vous pouvez faire un super thanks et je remercie les gens qui le font. Je vous avais posé 2 questions ce matin. En fait, techniquement, il y en avait 3. Mais celle de Tiberi, je ne sais pas pourquoi le oui-non ne s'est pas mis. Ce qui arrive quelquefois sur les sondages quand on les programme. Savoir que moi je les programme la veille. Quand j'upload, au moment où j'upload en fait la vidéo de présentation, et là je pense que au moment où c'est uploadé, j'avais pas énormément d'internet, donc je pense que il y a eu un bug à ce moment-là de la part de YouTube. Première question, Geraint Thomas va-t-il battre Tadej Pogačar sur cette étape? Oui, 13%, non 87%. Pas vraiment surpris hein, par la différence de score entre les deux. Moi, je vous avais dit, hein, ce matin, j'avais tenté le coup en ne mettant pas Pogačar, mais c'était parce que Pogačar semblait peut-être tellement évident que je voulais voilà, un peu tenter un autre coureur. Mais c'est vrai que forcément, on savait que Pogačar, ça allait être du lourd, mais je me disais peut-être qu'il allait le faire un peu en dedans, qu'il n'allait pas prendre de risques. Mais c'est Pogačar. C'est-à-dire que ouais, il fait tout à fond, Pogačar. Il n'y a pas de demi-mesure avec ce coureur-là. Et puis, deuxième sondage du jour. C'était Filippo Ganna, va-t-il gagner cette étape? Oui, à 84%, non, à 16%. Il faut savoir que j'ai bloqué les sondages, il était 17h, enfin 10 minutes après l'arrivée, à peine 10 minutes après l'arrivée, donc vraiment vous pensiez ça, c'est pas des gens qui ont cliqué ensuite oui après l'arrivée du contre-la-montre. Surpris qu'il y ait autant de oui. Je m'attendais à ce que les gens aient plus de doutes, se disent oh il y a Pogačar, se disent voilà potentiellement Pogačar, donc je suis assez surpris avec le oui non. Et donc je vous avais posé une question avec Tiberi. Est-ce que Tiberi allait reprendre du temps sur Pogačar? Je pense que c'était plutôt le non qui l'emportait par rapport au oui. Note de l'étape 7 sur 20. Après c'est vraiment le type de chrono qu'on voit très souvent dans l'année. Alors il était une chouille plus long, mais vraiment chrono tout plat, donc ce qui fait grosso modo il n'y a pas de rebondissement. C'est-à-dire que le mec qui est en tête après le premier intermédiaire, souvent il est en tête après le dernier intermédiaire. C'était un pur chrono de spécialiste. Bon, c'était mal filmé, encore. Ça, c'est récurrent sur les contre-la-montre, mais c'était mal filmé parce que les temps intermédiaires n'étaient pas super bien affichés. Alors là encore, on a eu des indications GPS par rapport à Pogačar, mais on aurait aimé aussi avoir des indications entre Ben O'Connor, Daniel Felipe et Martinez. Donc il y a des gros problèmes sur les chronos parce qu'on n'arrive pas à comprendre les tenants et les aboutissants de tiens, lui il réussit une performance, lui il ne réussit pas une performance. Et à l'écran, on devrait avoir ce type d'informations-là. Donc je trouve que voilà, c'est mal filmé, ça manque d'informations à l'écran, on ne sait pas qui est en tête de quel intermédiaire. Je pense que, encore une fois, le chrono des championnats de France sera le mieux filmé de la saison. Ce qui est bien triste parce que c'est pas là où on met forcément les plus gros moyens. Mais bon, donc les chronos seront filmés de cette manière. Je pense que ça sera compliqué de prendre du plaisir à regarder des contre-la-montre à la télévision. Pour tout vous dire, j'ai regardé qu'à partir de 16h10, quand l'étape des 4 jours de Dunkerque s'est arrêtée, j'ai regardé qu'à ce moment-là à la télé, parce qu'avant je me contentais
des informations que j'avais à l'écran, vu qu'en fait, tu en as quasiment plus sur un live text que sur l'écran de télévision. Ce qui est quand même terrible de ce côté-là. On passe tout de suite au classement de cette étape. Eh bien, le vainqueur du jour, Filippo Ganna. Il est parti à 14h35 et il n'avait pas forcément beaucoup de repères par rapport à ses adversaires. Et il a quand même réussi à faire une belle perf aujourd'hui. C'est un chrono qui correspondait un peu plus à ses qualités. Il est devant aux 3 intermédiaires. Donc le premier, il est devant de 4 secondes. Parce que c'est quand même fou, ça me surprendra toujours. Les commentateurs qui ne comprennent pas ce qui est affiché à l'écran. Sauf que là, c'était clair, c'était marqué intermédiaire, plus 4 secondes du côté d'Eurosport. À quel moment, donc, tu dis ah, bah c'est le temps du GPS. Bah non, c'est le temps réel, c'est marqué intermédiaire 1 plus 4 secondes. Bon. Ça me surprendra toujours. Tu as les informations à l'écran, donc c'est des trucs qui sont compréhensibles. Le mec comme moi, le clampin derrière sa télé, comprend mieux les infos que le mec qui commente. Parce que là, il faut peut-être arrêter le commentaire sportif, quoi. C'est, enfin, je sais pas, mais bon, il y a un moment, tu as des infos à l'écran. Enfin bon, ça me surprendra toujours. Bon, Filippo Ganna, victoire aujourd'hui, ça va lui faire du bien, parce que je pense que le premier chrono, il l'avait bien préparé, il l'avait bien travaillé, il était tombé sur un grand Pogačar, et je pense que ouais, ça lui avait mis un petit coup au moral. Parce que je pense qu'il avait vraiment bien préparé ce premier contre-la-montre, qu'il avait vraiment beaucoup misé dessus. C'est le deuxième qui lui permet de gagner sa 7e victoire d'étape, je crois, sur le Giro déjà, du côté de Filippo Ganna. Bon, encore un contre-la-montre, mais il a été bon aujourd'hui, 53-4. Surtout que je pense qu'il a eu un petit peu plus de vent, il semblerait, que Pogačar. Le vent était un petit peu redescendu en force sur la fin de journée. Alors le vent ne devait pas être non plus hyper fort, mais voilà, ça permettait peut-être de faire des petites différences au niveau du chrono. Donc non, c'est plutôt une belle performance pour Ganna, et puis le coureur italien montre qu'il sera présent du côté des Jeux Olympiques, il faudra compter sur lui. Mais ce que je me disais quand même au moment de regarder ce contre-la-montre, c'est quand on voit maintenant ce qu'est capable de faire Pogačar, Remco Evenepoel, Vingegaard sur des contre-la-montre en ligne, tu te dis de plus en plus que, étant donné qu'il n'y a pas beaucoup de contre-la-montre sur l'année, être seulement rouleur, aujourd'hui être seulement spécialisé contre-la-montre, tu es obligé d'avoir une autre corde à ton arc. Tu ne peux pas te contenter d'être coureur de contre-la-montre, parce que sinon tu te retrouves un petit peu seul quand même du côté enfin, tu te retrouves surtout à avoir pas beaucoup de palmarès, ça va pas être très intéressant pour les grosses formations, parce que même un Ganna aujourd'hui est obligé d'avoir d'autres cartes. Être seulement rouleur, c'est plus possible. Et c'est là on voit que le cyclisme a changé, qu'on n'est plus sur un cyclisme hyper spécialisé comme on a connu il y a 15-20 ans, qu'on est sur un cyclisme où il faut beaucoup plus de polyvalence. Ça se voit du côté des sprinters, avec par exemple le Cabernet, aujourd'hui il gagne à Cassel sur une montée avec des pavés. C'est le cas aujourd'hui avec les sprinters qui ne passent pas les bosses, Jacobsen et De Klein. Il n'y a que De Klein même qui arrive encore à avoir des résultats. On voit que même Jacobsen, c'est plus possible pour les grands tours. Et De Klein n'a pas fait le Giro aussi pour cette raison-là. On a donné le Giro à Dainese. Tu t'aperçois que maintenant, il faut être polyvalent, quoi. C'est-à-dire, être bon que dans un domaine, c'est plus forcément possible. Être bon que sur les Flandriennes, c'est plus forcément la bonne idée. Et ça se voit avec les rouleurs de contre-la-montre. Aujourd'hui, Onchar, par exemple, qui ne faisait que du contre-la-montre, était bon que dans le contre-la-montre, un mec comme Onchar aujourd'hui, il serait dans une équipe de 2e division, voire une équipe Conti. Parce qu'il était bon que dans ce domaine-là, presque. Enfin, du souvenir que j'ai de Onchar, parce que c'est pas le coureur que j'ai le plus connu, l'Ukrainien, mais c'est là où on voit qu'il faut maintenant de la polyvalence. C'est obligatoire d'avoir de la polyvalence. Deuxième coureur top, bien entendu, Pogačar, deuxième de l'étape aujourd'hui, 29 secondes. Il colle quasiment une minute à la plupart de ses adversaires. Déjà que l'avance était importante, je pense qu'aujourd'hui, il faudrait qu'il ait une grosse défaillance désormais pour perdre le Giro. Parce que
Et la grosse défaillance, je pense, elle peut arriver demain, mais elle n'arrivera pas. Enfin, je pense que demain, s'il a encore 3,40. Demain, il peut y avoir une défaillance parce que l'étape est longue, ça va être quasiment 6 heures. Ouais, un gros 6 heures de vélo parce qu'on part à 10h30. Ça va être un peu plus de 6 heures de vélo demain. Donc ça va être long pour les coureurs. Ça va être 6 heures, 6h30 hein, de vélo. Mais à part si demain il y a une grosse défaillance, je pense qu'ensuite il n'y aura pas de grosse défaillance parce que les montées se concentrent quand même sur les fins de journée et c'est 2 côtes, 3 côtes où il va falloir être bon, mais en termes de temps de course, ça va être 1h15, 1h20 quoi. Donc ça va pas être si énorme que ça. Donc je pense que Pogacar, demain, la défaillance, sinon ensuite je pense qu'il n'y aura pas de... Enfin, je serais surpris qu'il y ait une défaillance ensuite sur le reste de la semaine, voilà, du côté de Tadej Pogacar. Et il faudrait qu'en plus il y ait des adversaires qui aient envie de provoquer la défaillance. Ce qui, j'ai l'impression, n'est pas le cas, parce que j'ai l'impression que beaucoup des adversaires de Pogacar aujourd'hui sont un petit peu résignés. Arensman qui confirme sa belle performance du premier contre-la-montre. Sur un contre-la-montre beaucoup plus spécialiste, il perd qu'une minute sur Ghana. Et il perd un peu plus de 30 secondes sur Pogacar, donc c'est très très bien de la part d'Arensman. Qui se replace également un petit peu du côté du maillot blanc aussi, parce qu'il reprend une quinzaine de secondes à Tiberi. Donc ça c'est intéressant pour Arensman. Et surtout il finit devant son chef de file qui est Geraint Thomas. Donc ça c'est aussi un bon résultat. Geraint Thomas 4ème. Je trouve encore qu'il a emmené très gros comme braquet. Là c'était pas fluide hein, au niveau du pédalage. Alors c'est vrai que c'est du Geraint Thomas, c'est quand même plutôt un coureur qui va en puissance. Mais là c'était quand même pas fluide du tout du côté de Geraint Thomas. Et surtout, moi je pensais qu'il serait à moins d'une minute de Ghana. Moi je pensais qu'il allait être aux alentours de 50 secondes. C'est-à-dire Tiberi à 1,19, je m'attendais à ça. Par contre, je m'attendais à ce que Geraint Thomas soit bien mieux. Et là, tu vois, il y a 5 secondes d'écart seulement entre les deux. Enfin, pour un mec qui est quand même très bon sur le contre-la-montre, c'est pas exceptionnel. Donc, moi, il m'a pas rassuré pour la fin de la semaine. Enfin, pour la fin de la semaine et pour la semaine prochaine. Parce que je le trouve pas encore fantastique. Moi, je trouve que... Voilà. Mais... bon, c'est un chrono qui lui permet de prendre la deuxième place du général, mais je me dis que il n'est pas si large que ça en termes de niveau. Et je pense qu'il y a des coureurs qui me semblent plus performants, qui me semblent en mesure de mieux finir que lui sur cette épreuve du Tour d'Italie. Là, je m'attendais à vraiment mieux de la part de ce contre-la-montre, de la part de Geraint Thomas, donc assez déçu. Quand tu vois qu'il colle que 4 secondes à Luc Plapp, qui n'est pas le meilleur sur le contre-la-montre et surtout qui a fait quand même pas mal d'efforts, qui n'a pas forcément eu une deuxième semaine hyper intéressante au niveau au niveau du classement général et qui a fait quand même des efforts pour aider Caleb Ewan notamment sur le sprint. Je trouve que donc c'est pas exceptionnel de la part de Geraint Thomas. Plat, à peu près pareil que le premier chrono, hein. Donc c'est plutôt intéressant de la part de Luc Plapp. Ouais, c'est pas mal pour le coureur australien. Il est voilà, c'est un chrono qui est correct par rapport à son niveau du côté de Luc Plapp. Bon, il joue plus le général après le temps qu'il a perdu samedi dernier, mais ça reste un coureur qui peut aller choper une échappée, pourquoi pas, et aller taper un résultat dans les jours à venir, parce que la forme a l'air d'être toujours présente pour le coureur australien. Je suis pas sûr qu'on aide énormément Caleb Ewan sur l'étape de jeudi prochain, qui sera une opportunité pour les sprinters, donc ça pourrait donner des idées à un Luc Plapp de tenter de partir en échappée. Tiberi 6, une 19. Il est parti fort Tiberi, je pense qu'il a eu un petit peu de mal à tenir sur la longueur de ce contre-la-montre. Mais ça reste un bon chrono, hein, top 6 aujourd'hui pour Tiberi, ça reste un jeune coureur. Il perd assez peu de temps sur ses adversaires directs, à part Arensman, il reprend du temps sur Zana. C'est plutôt satisfaisant pour le coureur italien et pour moi il fait pour le moment un très bon Giro. On va voir ce que ça va donner sur la suite, mais il fait pour le moment une très très belle course. Donc j'attends de voir ce que ça va donner, mais sur les jours à venir, mais je trouve que c'est vraiment pas mal pour Antonio Tiberi. Voilà.
On est encore sur un bon chrono. Et puis Ben O'Connor, super. Je comprends toujours pas les gens qui trouvaient que Ben O'Connor était pas bon sur le chrono. Mais bon. Surtout avec le Van Rizal cette année, il avait fait déjà un très bon chrono sur l'UAE Tour. Enfin, bon. Il est toujours dans le match pour le podium, hein, Ben O'Connor. Et comme moi, Geraint Thomas, je le sens pas trop. Je me dis que Ben O'Connor il est toujours en mesure d'aller jouer le classement, la troisième place, la deuxième place. Et puis du côté de Ben O'Connor, la forme a l'air d'être bonne. Et surtout du côté de son équipe, la forme a l'air d'être bonne. Parce que les autres de ses coéquipiers ont plutôt fait des chronos intéressants. Donc du côté de Ben O'Connor, je me dis que la course va être encore, et encore longue. Il y a encore des grosses étapes, hein. Demain déjà 220 km. Donc je pense que c'est le deuxième ou le troisième homme en montagne depuis le début de ce Giro. Il a fait l'erreur encore une fois au repas de vouloir suivre Pogacar, je me suis mordu la langue. Mais après cette erreur-là, pour le moment, il fait une course plus qu'intéressante. Donc je pense que ça va être pareil. Tobias Foss, 8. Ça reste encore une énigme, hein, Tobias Foss, sur comment il a réussi à être champion du monde du contre-la-montre. Ouais, c'est pas exceptionnel, hein, de la part de Tobias Foss. Alors malgré tout, en plus c'est même pas le troisième homme, c'est le quatrième homme cette fois-ci de la Ineos pour le classement par équipe. Voilà, c'est pas exceptionnel de la part de Coco, donc ouais, c'est du Tobias Foss quoi. Et puis Berg 9ème. Je pense que du côté de Berg, il y a également la fatigue, il fait beaucoup de travail, enfin, comme Foss aussi, pour placer ses leaders dans le plat, donc je pense que c'est pas forcément évident. A fini 10ème, devant Milesi. Tu vois, Milesi par exemple, s'il est bon camp contre la montre, ça suffira pas, hein. Il faudra qu'il trouve une autre spécialité, Milesi, parce que aujourd'hui, tu t'aperçois que les coureurs qui sont bons contre la montre, bah, c'est pas suffisant, hein. Sheffield, il aura des regrets avec sa chute, ce qui finit à 1,35. Il était devant un Rensman. Oh, il est à la minute, je pense, aujourd'hui, Sheffield. Donc, ouais, la chute, il arrive un peu fort dans le virage, hein. Donc là, ça lui coûte cher. Daniel Felipe Martinez, 1,45, c'est encore un très bon chrono. C'était pas un chrono vraiment qui lui était favorable. C'est pas un grand gabarit. C'est pas un gabarit surpuissant aussi, Daniel Felipe Martinez. Mais je trouve déjà qu'il tient très bien sa position de contre-la-montre. Vraiment, il était plutôt bien en place quand vous le regardez sur les différentes images qu'on a pu voir de lui. Et puis, oui, c'est quand même un champion de Colombie du contre-la-montre, donc il y a quelques coureurs qui sont pas mauvais dans cette discipline du côté de la Colombie, et il faudra faire attention à lui, parce que c'est vrai que dans cette optique, on considère que la première place c'est fini. Lui, il est capable de monter sur le podium encore, Daniel Felipe Martinez, donc il faudra faire attention à lui, surtout que c'est un coureur qui connaît bien le Giro. Il a déjà fait 7ème du Giro à l'époque où il accompagnait Egan Bernal. Donc il est capable, oui, d'obtenir un bon résultat. Mais on le sait, hein, c'est un coureur de talent, Daniel Felipe Martinez. La question était de savoir est-ce qu'il avait retrouvé ses jambes cette année après le Tour de l'Algarve. Ça a l'air d'être le cas. Il a l'air de s'être bien préparé. Donc ça pourrait être un bon résultat pour la Bora. La Bora pourrait peut-être mettre des coureurs sur les podiums des 3 grands tours. Daniel Felipe Martinez, on a Hindley, on a Vlasov, on a Roglic. C'est ça l'objectif de la Bora, en sachant que, je rappelle qu'à partir du Tour de France, ça sera la Bora, enfin ça sera Red Bull Bora, je ne sais pas si on gardera le nom Hans Grohe, et qu'il semblerait que Red Bull veuille rapatrier les coureurs sponsorisés sous cette équipe-là, donc que ça soit Pidcock, que ça soit Wout van Aert, qui je crois était en dehors pour des coureurs qui étaient sponsorisés par Red Bull, ils aimeraient les récupérer dans leur équipe, qu'il n'y ait pas de double sponsoring, ce qui était arrivé notamment en Formule 1. En Formule 1, quand Red Bull arrive en Formule 1, à l'époque, ils sponsorisent également Sauber. Et Sauber a perdu le sponsoring Red Bull au moment où l'équipe autrichienne s'est lancée en Formule 1, donc en 2004. Voilà. Ils ont perdu le sponsoring Red Bull qu'ils avaient auparavant, parce que Red Bull ne voulait pas sponsoriser une autre équipe. Donc ils ne veulent pas que les mecs soient sponsorisés par Red Bull dans une autre formation s'ils sont présents dans ce championnat, dans cette compétition
Donc on voit que c'est le cas du côté de la structure autrichienne. On poursuit du côté du classement général de cette course, de cette étape. On parlait de Steinhauser, lui c'est quand même incompréhensible qu'il perde autant de temps, on a l'impression presque exprès, enfin c'est parce qu'il pourrait jouer le général, il pourrait être dans le top 15 du général allègrement quand tu vois ses performances en montagne et sur les deux chronos. Là encore 2 minutes 07, c'est très bien, et quand tu vois que chez EF il n'y a plus vraiment grand monde pour jouer le général, tu te dis, bon, j'ai pas trop compris la stratégie de cette formation ou du coureur allemand sur cette semaine de compétition. Après, est-ce que c'était une stratégie ou est-ce que c'était vraiment parce qu'il n'était pas bien qu'il perdait du temps? Difficile à le dire. Filippo Zanna, 2 minutes 32, pas mal hein, de la part du coureur italien qui est en train de sauver la course quand même de Jaiko Alula. Parce que c'est vrai qu'à part Luc Plapp et lui, Caleb Ewan a été complètement transparent, Eddie Dunbar a été complètement transparent, a abandonné très vite. Donc c'est vrai que c'est les deux seuls qui arrivent à s'en sortir du côté de la Jaiko Alula. Peut-être qu'on aura des marquis, mais pour l'instant c'est un petit peu plus calme du côté du coureur italien. Donc Filippo Zanna, 2 minutes 32 aujourd'hui, ce qui est plutôt un chrono plus qu'intéressant quand vous êtes pas très loin d'un Trentin, d'un Sutterlin devant vous. Il est au même niveau qu'un Caruso, qui est plutôt pas mauvais, même si Caruso mise plus vraiment sur le général, mais je pense qu'il l'a quand même fait à fond, donc c'est plutôt pas mal. Et Wayne Kostiou, 2,41, intéressant aussi. Et puis Alex Baudin, 2,47, ça a été plus compliqué pour moi que le premier chrono, c'est moyen. Voilà, du côté d'Alex Baudin, on est quasiment à 1 minute par tranche de 10 km. Donc ce qui commence à faire beaucoup. Alors oui, il est 31e, mais par rapport à certains coureurs qui essayent de jouer le classement général, par rapport à ses adversaires pour le maillot blanc, bah, il perd du temps à peu près sur tout le monde. Donc c'est moyen, voilà, du côté d'Alex Baudin, avec ce 2 minutes 47 de retard. On retrouve ensuite Piganzoli, Storer également, 3 minutes 15. Bon, après Storer, on l'a vu déjà sur le premier contre-la-montre, c'est vraiment pas sa spécialisée. Voilà, tout simplement, de la part du coureur australien, c'est vraiment pas ce qu'il aime le plus, tout simplement. Donc voilà, il perd un petit peu de temps, mais il doit rester aux alentours du top 10. Romain Bardet, 3,24, c'est beaucoup, hein, on est plus, encore une fois, on est à plus de 1 minute par tranche de 10 km. Donc ça fait beaucoup. Il n'y a que Fortunato au final qui est derrière lui, et Iner Rubio. Donc c'est vrai qu'il fait partie vraiment des coureurs qui ont perdu pas mal de temps. C'était pas forcément un contre-la-montre qui le favorisait. C'est un grand gabarit, plutôt filiforme. Là, il fallait envoyer de la puissance, donc c'est pas forcément là où il est performant. Mais l'écart est quand même important. 3 minutes 24. Ça aurait été bien qu'il y ait 20 secondes de moins, 20-30 secondes de moins, d'être aux alentours de 2,50. S'il avait été au niveau de Velasco, j'aurais été plutôt content. Là, ça fait vraiment un petit peu loin. Fortunato, oui, 3,50. Je dirais que c'est correct pour du Fortunato, parce que c'est quand même pas le meilleur dans cette discipline, hein, très clairement. Le coureur italien. Et puis Iner Rubio qui perd du temps, hein, 4,06, c'est beaucoup pour le Colombien. S'il veut jouer beaucoup plus souvent les classements par général de course par étape, bah, il va falloir essayer de diminuer ce débours de temps du côté d'Ainer Rubio. Et puis le dernier des courants, on va dire du top 15 du côté de ce contre-la-montre, c'est Pozzovivo. Alors Quintana finit à 5,05 et Pozzovivo à 5,06. C'est beaucoup, voilà, pour les deux coureurs. Et pour l'italien Pozzovivo, bah forcément le contre-la-montre c'est compliqué, hein, depuis ses problèmes. Il a des petits soucis au niveau des bras. Il a peu de mobilité en fait avec un de ses bras, ce qui fait que la position n'est pas bonne sur le vélo, forcément, du côté du coureur italien. Et puis, quand vous êtes dans des équipes de deuxième division, parfois vous n'avez pas forcément du matériel à la pointe. Et au niveau du contre-la-montre, bah, c'est là où on peut avoir des grosses différences, parce que les équipes de deuxième division n'ont pas toujours les moyens d'être le partenaire privilégié d'une marque de vélo, donc parfois ils n'ont pas toujours le matériel avec les dernières innovations dessus. Du côté du classement général, on fait un point sur les différents classements. Pogacar donc est en tête avec maintenant 3,41 d'avance sur Geraint Thomas. 15 secondes derrière, nous retrouvons Daniel Felipe Martinez. Et Ben O'Connor est encore en dessous de la minute. C'est-à-dire qu'il est à 54 secondes de Geraint Thomas. Donc autant vous dire du côté de ce match-là, c'est serré, surtout que Tiberi, au final, n'est qu'à 2 minutes.
même pas 2 minutes, hein. Il y a moins de 2 minutes également avec Tiberi, il y a 1:30, un truc comme ça, entre Tiberi et Geraint Thomas, donc pour l'instant, c'est très intéressant. On retrouve ensuite Timmen Arensman, 6ème, 1:15 de retard sur Tiberi, voilà, 1 minute quasiment d'avance sur Zana, qui est 7ème, qui passe devant Romain Bardet, qui perd 2 positions avec ce contre-la-montre moyen. Fortunato également perd 2 positions et se retrouve 9ème. Et enfin Alex Baudin, qui rentre dans le top 10 grâce aux contre-performances, il faut le dire, notamment d'Ener Rubio et de Michael Storer. Il gagne même une place par rapport à Jan Hirt. Je n'ai pas regardé le chrono de Jan Hirt, mais il devait être pas bon non plus. Donc voilà, c'est moyen, voilà, du côté d'Alex Baudin, parce qu'en même temps, il perd un petit peu de temps par rapport à ses adversaires directs du côté du maillot blanc. Et puis Juan Pedro Lopez a perdu du temps aussi aujourd'hui. C'est lui qui ferme la marche du côté du top 20 de cette course. Et Pozzo Vivo reste 14e, mais il voit Chavez se rapprocher un petit peu. Puis Ganzoli aussi se rapprocher un petit peu pour toujours essayer de rester dans le top 15 de cette course. Du côté du classement du maillot vert, c'est Milan qui est en tête devant Caden Groves et Merlier. Pogacar remonte à la 7ème place du côté de ce contre-la-montre. Benjamin Thomas et Molano regagnent une place également dans le top 10 vu que Phil Bauhaus a abandonné. Ce n'est pas le seul coureur à avoir pas pris le départ. J'ai oublié, ils étaient 2 ce matin de ne pas avoir pris le départ de ce contre-la-montre. C'était Mesgeek. Voilà, j'avais oublié. Le coureur coéquipier notamment de Caleb Ewan, qu'on avait peut-être marre que Caleb Ewan fasse pas les sprints à fond. Du côté du maillot blanc, donc Tiberi en tête avec une 13 d'avance sur un Rensman, qui est le seul qui gagne un peu de temps sur Tiberi. On trouve ensuite Zana à 2:09, 3:39 pour Baudin, et Piganzoli qui est 5ème à 8:54 et qui pourrait garder cette 5ème place, qui serait intéressant pour le coureur italien. Et puis du côté du classement par équipe, eh bien Ineos certes reprend la tête, mais avec seulement 2 minutes d'avance sur la Decathlon, qui s'en est plutôt extrêmement bien sorti aujourd'hui. Donc ça veut dire que Decathlon ne perd que 4 minutes sur Ineos, sur ce contre-la-montre par équipe. Donc on reste sur un match extrêmement serré. On trouve ensuite la Bora, UAE, qui reprend une position par rapport à Astana, et puis la Bardiani, qui reste 6ème dans ce classement. Toujours impressionnant ce qu'arrive à faire la Bardiani depuis le début de cette épreuve. C'est vrai qu'on a peut-être plus parlé de la Polti Cometa, mais il ne faudrait pas négliger également ce que fait la Bardiani. Les 2 équipes italiennes invitées font vraiment du très très bon travail jusqu'à maintenant sur ce Tour d'Italie. Eh bien nous, on se retrouve demain. Demain, on aura une épreuve difficile, 222 km avec de la montée. Eh bien d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à mettre un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour de nouvelles aventures sur la Mec Production. Ciao ciao!